Allez, pas de blague en intro cette fois-ci, parce qu'on va continuer un petit peu cette fois-ci, je l'ai répété 2 fois, mais c'est pas grave, à parler des enfants. Et notamment, j'ai trouvé un thread hyper intéressant de la part de Suite chez Bakia, qui est, je pense, enfin on va dire quelqu'un de lambda, dans le sens où c'est juste quelqu'un qui partage son expérience personnelle, que je trouvais ça super intéressant, parce que ça rejoint un peu ce que j'ai pu aussi voir et lire sur le sujet, et ça le résume très bien. Donc, hop, intro sans intro, c'est parti. Samia donc nous dit: l'aide sociale à l'enfance est extrêmement incohérente dans son fonctionnement, dans les décisions prises pour les enfants et adolescents. J'ai vu et vécu des choses qu'aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, je ne comprends toujours pas. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça se trouve en France. Voilà. Voilà. C'est pas une nouvelle de Belgique. Donc si vous êtes français, bonjour. Alors elle nous partage en fait un petit reportage, je vais pas vous le mettre forcément, mais avec quelqu'un qui en fait Une décision partage qui un signe peu, le début d'un parcours vers la marginalité. voilà, c'est justement un mini docu. Je suppose qu'il doit y avoir peut-être un plus grand docu justement sur France TV, je pense, sur justement les familles d'accueil et les enfants qui sont placés en famille d'accueil. Je ne comprends pas comment une famille d'accueil qui frappe des enfants en bas âge, des blessures constatées par la police et l'ASE, puisse continuer à accueillir des enfants par la suite. Voilà. Ça, par exemple, typiquement, c'est un truc... bon, ça, je le connais pas bien, c'est plutôt des rumeurs que j'ai entendues, mais effectivement, apparemment, il y a des familles d'accueil, comme ils sont en manque de familles d'accueil, ils sont hyper coulants, mais hyper coulants, et donc, ils placent des enfants parfois chez des familles qui ne sont pas recommandées. Alors, ils s'en défendent à chaque fois en disant ben non, c'est pas vrai, ces familles-là, quand on les trouve, on les vire de notre liste, etc. Mais, d'après les rumeurs, mais voilà, ce sont que des rumeurs, donc ça à prendre avec des gigantesques pincettes, mais d'après les rumeurs, ce ne serait pas tout à fait faux. Je ne comprends pas que des éducateurs puissent frapper des enfants au sein de foyers sans avoir aucune sanction et que ces gens restent en contact avec des enfants. Et ça, je l'avais vu dans un article de Mediapart où ils en parlaient, et apparemment, ça, effectivement, c'est le cas. Les éducateurs, on laisse tellement tomber les foyers je sais pas comment on appelle, les foyers d'accueil, en fait, des enfants qui doivent être placés, qu'en fait, les éducateurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et dans l'article que j'avais lu de Mediapart, c'était il y a très longtemps, si je le retrouve, je le mettrai en description, mais il parlait carrément de... Là, pour le coup, c'était pour les femmes. C'était vraiment... Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était clairement pas drôle. C'était clairement... Voilà, des abus, notamment. Je ne comprends pas que les éducateurs dont la fonction est de suivre l'enfant ado dans son parcours, faire le lien avec la famille quand c'est possible avec l'ASE, fassent la sourde oreille sur les violences psy et physiques et fassent carrière. Je ne comprends pas non plus que la juge pour enfants ignore également ce que dit la principale concernée sur sa condition de vie. Si nous, enfants placés, vous dit qu'il y a des violences, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est vrai. Ça, malheureusement, les violences sur les enfants, c'est quelque chose qui choque tout le monde, et pourtant, c'est tellement mis sur le côté. C'est quelque chose de complètement... Par la justice, on a tellement peur, en fait, le cercle familial est quelque chose de tellement précieux pour tout le monde, que personne ne veut être emmerdé par ça, mais tout le monde condamne le fait qu'il y ait des familles qui soient violentes, par exemple. Et c'est vrai que c'est complètement dissonant, parce que pour trouver des familles violentes, il faut être capable de pouvoir aussi agir dans ces familles, de pouvoir aller à la rencontre, ne fût-ce que de ces familles. Mais comme la famille c'est quelque chose de très sacré, on veut pas que chez nous, par exemple, on veut pas être accusé une fois à tort et qu'il y ait des gens qui puissent venir dans notre vie comme ça pour et c'est l'image souvent qu'on en a, nous juger. Mais en fait, c'est pas juger, justement. Il faudrait que ce soit juste des gens qui viennent et qui analysent et qui disent bon, ok, voilà, effectivement, c'était abusé, c'est quelqu'un qui s'est trompé, ou au contraire, non, en effet, c'est justifié. Voilà. Je ne comprends pas qu'un directeur de foyer qui, quand on lui dit qu'il y a des violences entre enfants et ados placés au sein du foyer, dise « Tant que tu n'as pas un lit cassé, tu fermes ta gueule » comme réponse. Sympa.
J'ai vécu dans plein de familles et foyers différents, il y a mon parcours, celui de beaucoup d'autres, et nous sommes très nombreux à avoir vécu les violences physiques, psychologiques, sexuelles, la violence institutionnelle, le silence et le fait de ne pas maîtriser nos vies. Voilà, et ça c'est sûr, je l'avais déjà vu, donc comme je vous l'ai dit dans l'article de Mediapart, et effectivement c'est ça qu'il soulignait, c'est que c'est terrible les violences qu'ils subissent, et puis en plus, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ces enfants sont déjà de base abandonnés, sont déjà dans une situation merdique. Et puis en plus, on les enfonce après, alors que normalement on devrait les aider. Et ce qu'on ne doit pas oublier, je pense, qu'on oublie souvent, c'est qu'un enfant, après, il grandit, et quand il grandit, et qu'effectivement il grandit dans les pires conditions qui soient, bah, y en a plein qui peuvent tourner comme, enfin, complètement super mal en fait. Mais je parle dans le sens parce que du coup ils auront eu une vie complètement, une vision du monde complètement biaisée. Mais est-ce qu'elle serait... Enfin, du coup, on peut aussi discuter du fait est-ce que c'est biaisé vraiment ou pas, mais non. Mais c'est plutôt dans le sens où, bah oui, après ils grandissent, et puis il y en a du coup qui ont perdu toute leur confiance en eux, donc ils vont se tourner vers, parfois, soit des... Notamment, quand je pense au terrorisme notamment, où il y en a beaucoup, c'est beaucoup d'enfants perdus qui se sont tournés vers des terroristes pour devenir terroristes. Et si on veut, par exemple, combattre le terrorisme, il faut aussi combattre l'inégalité parmi le traitement des enfants. Voilà. Je termine toujours mes phrases par voilà. N'hésitez pas à terminer vos opinions par voilà en commentaire. Pendant très longtemps, j'ai eu honte d'être placé, je gardais le silence par peur d'être encore plus marginalisé, et finalement j'ai aussi gardé le silence sur les choses qu'on a pu vivre. Les rares fois où je me suis exprimé, on ne m'a pas écouté, sauf une seule personne de l'ASE. Et à cela, il ne faut pas oublier qu'on est en France, et que tomber dans une famille malveillante, violente et aussi raciste rend encore plus difficile le fait de construire une image positive de soi, d'imaginer un avenir quand on est enfant placé et non blanc. À 17 ans, entre 16 ans et 8 mois de placement, j'ai pris mes affaires en douce et j'ai quitté le foyer la nuit tombée. J'étais très maigre, je ne mangeais plus, j'étais totalement déprimé. Concernant le soutien psy, j'en ai jamais vu la couleur, le soutien financier jamais vu non plus, car la famille d'accueil le gardait pour elle. C'est grave, c'est grave. C'est hardcore. Et en fait, alors ici justement, le fait d'être non blanc, on est d'accord, voilà, qu'on le veuille ou non, le racisme, ça existe. Voilà. Ici, c'est son expérience personnelle. Elle parle peut-être juste pour elle. Donc, je veux juste dire qu'en fait, n'entrez pas dans ce débat-là. Elle parle du privilège blanc, etc. C'est pas le débat. C'est vraiment le fait plutôt que, on est là pour le coup, elle était dans une famille raciste. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et bien sûr, toutes les familles d'accueil ne sont pas racistes, heureusement, j'espère bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette famille d'accueil est payée. Elle a également de l'argent pour les produits d'hygiène et nourrir. Pourtant, elle me mettait dehors pour rien, et quand je rentrais, elle me disait que j'avais pas le droit de manger. Je mangeais un peu grâce à la générosité d'Abdel. C'est tellement trash. Est-ce que c'est normal que je sois à l'époque ado, que ce soit un ami qui me nourrisse parce que la famille d'accueil refusait que je mange ? J'ai tellement d'anecdotes, si seulement vous saviez, ça fait 10 ans que je ne suis plus placé, j'ai repris du poids, je suis en doctorat déjà bardé de diplômes, je vois les reportages, je lis les témoignages et je pleure, vraiment de colère et de tristesse. Je veux dire que peu importe comment ma vie évolue, ça ne changera jamais le fait que j'ai vécu une enfance et une adolescence vraiment horribles. J'avais hâte d'être adulte, et aujourd'hui rien n'a changé. Les reportages n'ont rien changé, et ces enfants vont être marqués à vie. Si des enfants ados placés ou ex-enfants placés me lisent « Je comprends votre peine au quotidien et celle que vous ressentez quand vous regardez derrière vous. Mes DM sont ouvertes si vous avez besoin de parler. » Oh, ça c'est cool. Je vais quand même... voilà. On va quand même le RT aussi. Je l'avais pas fait. Il y a un coup émotionnel à raconter ici publiquement, mais les choses doivent changer. Peu importe les raisons du placement, les enfants ados qui vivent déjà peut-être un deuil, un déchirement familial ou autre, doivent être écoutés, aimés et être en sécurité. C'est le minimum. Je trouvais ce thread hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est des trucs, on s'en soucie pas parce que la plupart d'entre nous, je pense, la plus grande majorité, on vit avec nos familles et on a une famille, on a peut-être des problèmes familiaux, etc. Mais c'est totalement différent que de tout perdre et puis de se retrouver tout à coup confronté
à des familles qui en plus, à ce système-là en fait. Ce système-là de base est déjà marginal parce que ça touche qu'une seule branche de la population et finalement une branche assez mince peut-être. Enfin, je sais même pas les stats, mais du coup ça nous atteint pas, ça nous atteint pas forcément. Mais pourtant ça devrait en fait, parce que les criminels de demain sont peut-être des criminels. Enfin, déjà le crime en soi, quand ce n'est pas de la folie, ça provient toujours de quelque chose, d'un mal-être ou de quelque chose, que ce soit dans l'enfance ou dans la construction de soi en fait. Parce que c'est pas forcément que l'enfance. Enfin, je suis pas psy, hein, donc. Mais c'est ça que je trouve, c'est qu'en fait, on devrait prendre soin des enfants qui n'ont plus rien et savoir que tout ça se passe, que ce soit même en France, mais je sais qu'en Belgique, il y a des dysfonctionnements aussi, pour en avoir parlé avec des assistants sociaux. Pour moi-même l'avoir expérimenté, j'ai donné un tout petit peu cours dans une école de devoirs. Et quand on voit ce qui se passe, quand on voit la souffrance des enfants, on peut pas rester juste impassible comme ça. Il faut agir. Et en fait, pour moi, dans une société, les enfants devraient être ce qu'on protège en premier, en fait. Et ce dont on prend le plus soin. Parce qu'en fait, au final, nous, maintenant, voilà, moi je suis adulte. Je suis adulte maintenant. Tout ce que j'ai vécu, c'est trop tard. Je l'ai vécu. Tous les dysfonctionnements, toutes les merdes. Mais justement, moi, maintenant, je vais travailler, je vais machin, je vais... Mais ce qu'on doit faire, c'est que si on veut que... Si on trouve que maintenant, la manière de vivre aujourd'hui est peut-être problématique, pas dans le sens spécialement tout est foiré, tout est nul, mais plutôt dans le sens, même s'il y a juste un léger problème, il faut d'abord voir si on peut pas le régler dès l'enfance, en fait. Pour moi, c'est vraiment la base, en fait, c'est la structure. Et c'est pour ça que pour moi, c'est si important d'en parler, c'est si important pour moi de vous partager ce genre voilà, évidemment, ici, c'est un témoignage, bien sûr, donc un témoignage, c'est toujours à prendre comme un témoignage, hein. En histoire, notamment, on prend les témoignages pour des témoignages, c'est-à-dire le point de vue d'une personne dans ce truc. Ça veut pas dire, voilà, ça veut dire que normalement, juste en prenant elle, toute seule, on ne pourrait pas dire, voilà, c'est ça qui se passe. Mais, aujourd'hui... Je vais vraiment essayer de retrouver l'article parce que c'était hyper important. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des dysfonctionnements dans l'aide à l'enfance et il faut vraiment qu'on se penche dessus. Voilà. Désolé pour cette petite... voilà, c'est un peu... parfois, c'est un peu dur, je trouve, de lire des trucs comme ça. Mais bon. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker ou à disliker, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ces vidéos. Et puis allez, vous inquiétez pas, j'ai trouvé un article léger pour terminer, donc à tout de suite pour l'article léger, bien sûr.